Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue à l'Université de Mons pour cette nouvelle soirée du cycle Univers. Cycle Univers, ça fait 22 ans que ça dure et à vous voir aussi nombreux, je pense qu'on n'est pas prêt d'arrêter. Donc voilà, alors pour inaugurer ce nouveau cycle, on a demandé à notre ami Claude Semec, que vous connaissez, qui est physicien ici, qui est spécialiste de la physique subnucléaire, donc spécialiste des tout petits machins, on va dire. Et Claude nous fait le plaisir de nous présenter une toute nouvelle conférence, on ne l'a jamais vue, donc sur la physique du multivers. Voilà, Claude, tu es chez toi. Bonne soirée à toutes et à tous. À tout à l'heure. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Ça va dans le fond aussi? Parfait. Voilà. Alors, je pense qu'il y a deux grandes questions, deux grands défis majeurs pour la science. C'est d'une part, quelle est l'origine de l'univers, et d'autre part, quelle est la nature de la conscience. Et j'ai eu le plaisir de voir ce point de vue partagé dans un bouquin de Peter Atkins, qui est un chimiste, et qui a écrit un magnifique bouquin de vulgarisation qui s'appelle Le doigt de Galilée, dont je vous conseille vraiment la lecture. Alors, mon exposé comportera deux parties. Dans la première partie, je vais tenter de vous donner un modèle qui tente de décrire de manière globale notre environnement. C'est ce qu'on appelle le multivers, qui prétend que notre univers n'est en fait qu'un univers parmi une infinité d'autres qui coexistent à côté du nôtre. Mais pour ça, j'ai d'abord besoin de vous parler de deux notions importantes, l'infini et l'espace-temps. Ensuite, je vais vous décrire ce qu'on sait de l'univers aujourd'hui, avec une relative certitude, et puis je passerai à la description d'un modèle de multivers, parce qu'il y en a beaucoup en fait. Dans la deuxième partie, je vais essayer de discuter de la place que nous occupons dans ce multivers, et je vais essayer de vous montrer que le fait que nous sommes des êtres conscients est très important. Mais nous sommes, comme la porcelaine, précieux, fragiles et peut-être rares. C'est là le titre de la conférence, qui a été inspiré en fait d'un bouquin de science-fiction pour la jeunesse qui s'appelle La porcelaine de l'univers. J'ai juste un petit peu transformé le titre. Alors, d'abord, parlons un peu de l'infini. C'est une notion qui n'est pas facile à saisir, mais que, heureusement, les mathématiciens ont pu dompter. Alors, pour vous parler de l'infini, le mieux, c'est que je vous parle de l'hôtel de Hilbert. Alors, l'hôtel de Hilbert, qu'est-ce que c'est? C'est un hôtel qui possède un nombre infini de chambres. Il y a la première, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, et ainsi de suite, et ça ne s'arrête jamais. Le gérant est très content parce que toutes les chambres sont occupées. Mais voilà, un jour, il y a un client qui vient et qui dit « je veux une chambre ». A priori, vous pourriez dire « ce n'est pas possible, toutes les chambres sont prises ». Mais notre gérant est astucieux, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver l'occupant de la chambre numéro 1, et il va lui dire de déménager dans la chambre numéro 2. Puis il va voir l'occupant de la chambre numéro 2, il va lui dire d'aller dans la chambre numéro 3. Celui de la chambre 3 va aller dans la chambre 4, et ainsi de suite. Et toute personne qui occupe une chambre n va aller dans la chambre n plus 1. Et le processus ne s'arrête jamais, puisqu'il y a un nombre infini de chambres. Résultat, la chambre numéro 1 est libre, et vous pouvez accueillir un client. Évidemment, que vous receviez 40 clients ou 1 milliard de clients, ce n'est pas un problème. Il suffit de décaler à n plus 40 ou à n plus 1 milliard, et vous libérez le nombre de chambres nécessaires pour accueillir les nouveaux clients. Et puis un jour, voilà qu'un bus infiniment long se présente, qui contient un nombre infini de clients. Et tous les clients veulent une chambre. Alors notre gérant ne se démonte pas, il est astucieux, il connaît bien les mathématiques, et il dit voilà, il va voir le client de la chambre numéro 1, il lui dit d'aller dans la chambre numéro 2, celui de la chambre numéro 2 d'aller dans la chambre numéro 4, celui de la chambre numéro 3 d'aller dans la chambre numéro 6. Et donc en fait, chaque client de la chambre n va aller dans la chambre 2n. Ça veut dire qu'on va libérer toutes les chambres avec un numéro impair. Mais toutes les chambres avec un numéro impair, ça fait une infinité de chambres. Ok, on peut accueillir l'infinité de clients qui vient dans l'hôtel. Moralité, dans l'infini, il y a de la place, même quand tout est occupé. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Il y a toujours de la place dans l'infini. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que vous avez sans doute beaucoup de gens que l'univers est en expansion. Certains modèles prétendent que l'univers est infini. Alors, comment peut-on être infini et en expansion? Et si on s'étend dans quoi? Eh bien, en fait, c'est le même petit jeu que pour l'hôtel de Hilbert. Même dans l'infini, quand tout est occupé, il y a encore de la place. Et l'univers, même s'il est infini, peut s'étendre dans lui-même. Et il peut s'étendre dans lui-même infiniment. Petit exemple, voici une feuille quadrillée. Alors imaginez qu'elle est infinie. Donc ça va dans tous les sens, hein, le plan est infini.
Et puis à un moment ou à un autre, eh bien, les quadrillages commencent à grandir. Et ce quadrillage se dilate dans lui-même, les carrés deviennent de plus en plus grands, et le processus peut ne jamais s'arrêter. C'est comme l'hôtel de Hilbert, tout est occupé, mais il y a encore de la place pour s'étendre. Et donc ça va être très important dans la notion de l'univers dont on va parler plus tard. Deuxième notion dont j'ai besoin, c'est l'espace-temps. Alors, prenons un exemple simple. On a ici une personne qui lance une balle, et on photographie la position de la balle à 3 instants différents. On va mesurer ici la hauteur à chaque fois et la distance à laquelle la balle se trouve du personnage qui l'a jetée. Bon, ça fait 3 mesures. Avec ces 3 mesures, on peut reporter à chaque fois dans un plan la distance et la hauteur, et on va comme ça reconstituer l'endroit où la balle se trouve. Si on fait plus de mesures, eh bien on arrivera à définir la totalité de la trajectoire de la balle. Dans ce cas-ci, ce sera certainement un morceau de parabole. Mais ce faisant, avec la trajectoire, on sait où la balle se trouve, mais on ne sait pas où elle se trouve à un moment donné. On a perdu l'information sur le temps, et on voudrait bien pouvoir la retrouver. Donc on va procéder un peu autrement. Alors, le long d'un axe, eh bien, on va placer nos 3 photos que l'on a prises tout à l'heure. Elles ont été photographiées à intervalles réguliers. On va donc les placer à intervalles réguliers le long de cet axe. Ce n'est pas bien compliqué d'imaginer que cet axe, on peut lui assigner le rôle du temps, puisqu'on a 3 instants différents, séparés par la même durée. Okay ? Et puis, au lieu de prendre 3 photos, imaginons qu'on ait pris beaucoup de photos. Eh bien, ça fait un ensemble de photos très très serré. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, sur chacune de ces photos, on peut aller repérer la position de la balle. Et comme ça, on saura où la balle se trouve dans le plan, mais on saura aussi à quel instant elle se trouve à un moment donné. Et donc, on va avoir un diagramme différent de celui de la trajectoire. On va avoir un diagramme dans l'espace et le temps. Donc, si on projette cette trajectoire dans le plan ici, on saura où la balle est passée, mais en lisant l'information sur cet axe ici qui joue le rôle du temps, on sait dire exactement où se trouve la balle à quel instant. Et donc, on a retrouvé l'information à la fois sur l'espace et sur le temps. Et donc, une ligne comme ça s'appelle une ligne d'univers. Et cette ligne d'univers se développe dans un espace-temps. L'espace, auquel on a ajouté une dimension supplémentaire de temps pour pouvoir repérer tout ce qui s'y passe, où ça se passe et quand ça se passe. Alors, autre exemple d'espace-temps, imaginons par exemple qu'on regarde le mouvement de la Lune autour de la Terre, et pour pas trop se compliquer la vie, on va prendre un espace plat, comme tout à l'heure. La Terre est plate, c'est juste un disque, et la Lune, c'est un autre disque qui tourne autour de la Terre. Bien, si on ne regarde que l'endroit où est passée la Lune, on a sa trajectoire. En bonne approximation, c'est un cercle. Puis maintenant, on peut essayer d'avoir une information supplémentaire en mettant un axe du temps, pour dire où se trouvent la Lune et la Terre à chaque instant. Eh bien, voici quelle va être l'allure de ce diagramme, le X, le Y et le temps vertical. Eh bien, la Terre ne bouge pas dans ce diagramme. On va retrouver la Terre à chaque instant, et donc la Terre va décrire une espèce de cylindre dans cet espace-temps. Par contre, la Lune, elle va bouger à chaque instant, et donc le mouvement de la Lune dans cet espace-temps va décrire une espèce de spirale qui va s'enrouler autour du cylindre Terre. Et dans ce diagramme, on a à la fois l'information sur l'espace, on sait où la Lune se trouve, mais aussi sur le temps. Il suffit de regarder sur l'axe où se trouve la Lune que l'on considère à un instant donné, et on sait comme ça avoir l'information sur l'espace et sur le temps. Donc, voici la notion d'espace-temps. Alors, maintenant, on va revenir à des espaces-temps plus simples, un espace-temps à une seule dimension d'espace. Ça, c'est l'espace-temps d'un observateur que je vais appeler Marie, et qui décide de repérer les événements. Elle va assigner à chaque événement une position X sur cet axe horizontal et un temps T sur cet axe vertical. Imaginons que dans son espace-temps, elle veuille repérer tous les événements qui se produisent au temps T1. Eh bien, si le temps T1 se trouve ici sur l'axe temporel, l'ensemble des événements qui se passent à l'instant T1, ça va décrire simplement une ligne horizontale. Tous les événements qui sont là se passent à des endroits différents, mais ils sont tous situés au même moment dans l'espace-temps, l'instant T1. Tous ces événements tout ce qui se passe sur cette ligne horizontale dans l'espace-temps se passe au même instant T1. Tous les événements qui se passent dans l'espace-temps sur cette ligne sont simultanés et se passent à l'instant T1. Les événements qui se passent un instant plus tard, encore un autre instant plus tard, eh bien, ça va être d'autres lignes horizontales qui vont repérer tous les espaces de simultanéité au temps T1, au temps T2, au temps T3, à tous les temps que vous voulez, et ce sera à chaque fois une ligne horizontale dans cet espace-temps.
Puis imaginons que maintenant on a un autre observateur qui se déplace par rapport à Marie. Et on va regarder sa ligne d'univers, sa trajectoire dans l'espace-temps, si vous voulez. On suppose que Fred se déplace vers la droite avec une vitesse constante. Donc, à chaque instant, il va gagner le même espace et sa ligne d'univers va être simplement une ligne droite inclinée. Alors, on pourrait croire, quels sont les événements maintenant qui se passent au temps T1 pour Fred? Bien, on se dit, OK, on n'a qu'à tout simplement regarder cette ligne-ci. Ça se passe au temps T1 pour Marie, donc ça se passe aussi au temps T1 pour Fred. Eh bien non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'on vit dans un univers relativiste. On vit dans un univers où il existe une vitesse limite, qui est la vitesse de la lumière dans le vide. Et le fait qu'il existe une vitesse de la lumière dans le vide, qui est invariante, qui est la même pour tous les observateurs, eh bien ça impose des contraintes sur la manière dont les observateurs peuvent faire la mesure d'espace et de temps. Eh bien, par exemple, pour Fred, les lignes dans l'espace-temps qui contiennent des événements simultanés ne sont pas les mêmes que les lignes pour Marie. Par exemple, ici, ces deux événements X et A sont simultanés pour Marie, ils se trouvent sur cette ligne horizontale, mais pour Fred, l'événement X se produit à un certain temps T et l'événement A se produit avant. Donc pour Marie, X et A sont simultanés, pour Fred, A se produit avant X. Même chose ici, X et B sont simultanés pour Fred, mais ils ne sont pas simultanés pour Marie. Pour Marie, B se produit après X. Donc la notion de temps est différente pour les deux observateurs. La notion de ce qui est simultané est différente pour deux observateurs. Alors, comment peut-on comprendre ça? Je vous propose de faire une petite expérience de pensée qui va vous montrer qu'effectivement, deux personnes en mouvement relatif ne peuvent pas faire les mêmes mesures de temps. Alors, imaginons l'expérience suivante. Alice est au repos et elle voit passer devant elle Bob sur un chariot avec une vitesse constante. Bob est exactement au milieu du chariot. À l'avant et à l'arrière, on a disposé deux lampes. Eh bien, on va allumer ces lampes de telle manière que la lumière arrive dans les yeux de Bob, venant de la droite et de la gauche au même instant. Donc pour Bob, il va voir la lumière arriver des deux côtés au même instant. Et ça va se produire, on fait tout pour ça, ça va se produire au moment où Bob arrive à la hauteur d'Alice. Comme Bob et Alice sont au même endroit où la lumière arrive dans les yeux de Bob, Alice aussi va voir la lumière arriver venant de la gauche et de la droite exactement au même moment. Donc tous les deux sont d'accord pour dire la lumière arrive venant de la gauche et de la droite au même moment. Mais quel est leur point de vue concernant l'allumage des lampes? Bien, mettons-nous à la place de Bob. Bob, il est au milieu du chariot. Par rapport aux lampes, il est immobile. Elles sont situées toutes les deux à la même distance de Bob. La vitesse de la lumière se propage à la même vitesse dans les deux directions. Et donc, pour Bob, c'est clair, puisqu'il a reçu la lumière en même temps venant de la gauche et de la droite, c'est très clair, les lampes ont été allumées au même moment. La lumière a mis le même temps pour parcourir l'espace et atteindre le milieu du chariot. Maintenant, voyons le point de vue d'Alice. Pour Alice, c'est différent. Parce que, évidemment, la lumière est aussi arrivée dans les yeux d'Alice. Elle a donc dû se propager des lampes jusqu'à ses yeux. Mais la lumière, elle met un certain temps pour se propager. Et la beau être rapide, ce n'est pas instantané. Ce qui veut dire qu'au moment où les lampes s'allument, Bob n'est pas encore à la hauteur d'Alice. Les lampes vont s'allumer, la lumière va se propager, le chariot va continuer à avancer, et juste au bon moment, la lumière va arriver dans les yeux d'Alice, au moment où Bob passe à la hauteur d'Alice. Oui, mais au moment où on allume les lampes, il est clair que la lampe ici est plus proche des yeux d'Alice que cette lampe-là. Or, la théorie de la relativité nous dit que la vitesse de la lumière est la même, quelle que soit l'émission, quelle que soit la vitesse des lampes, quelle que soit la vitesse de l'observateur. Donc, pour Alice, c'est inévitable, il faut que la lampe arrière s'allume avant celle qui se trouve située à l'avant. Pourquoi? Eh bien, comme cette lumière-ci aura une distance plus importante à parcourir, comme les deux signaux lumineux se propagent à la même vitesse dans les deux directions, eh bien, il est clair que cette lampe-ci doit s'allumer avant, de manière à ce que les deux faisceaux lumineux arrivent en même temps dans les yeux d'Alice. Donc, pour Alice, l'émission, l'allumage des lampes n'est pas simultané. Donc, pour Bob, les lampes s'allument au même instant. Pour Alice, les lampes ne s'allument pas au même instant. Alors, on peut se poser la question, oui, mais qui a raison? En fait, je vous donne un petit extrait d'un bouquin, d'un passage qui se trouve dans un bouquin qui s'appelle « Le Nouveau Monde » de M. Tompkins, qui est dû d'abord à Gamow, puis à M. Stannard y a participé aussi. Et c'est un excellent bouquin de vulgarisation qui raconte les aventures de M. Tompkins, qui est un employé de banque, mais qui s'intéresse beaucoup à la physique.
Et donc un jour, il va assister à une conférence sur la relativité, une conférence d'un professeur, on ne connaîtra jamais son nom, on l'appelle toujours le professeur. Et M. Tompkins, comme vous, il vient d'apprendre que la simultanéité, c'est une chose relative, ça dépend de l'observateur. Et il se pose la question, il va voir le professeur à la fin de la conférence, il lui dit, mais qui a raison? Mais en fait, les deux ont raison. Et la réponse du professeur, c'est elle est tout à fait correcte. Vous ne pouvez pas poser une question aussi générale. En relativité, les observations sont toujours rapportées à un observateur particulier, un observateur dont le mouvement est bien défini relativement à ce qui est observé. Vous devez à chaque fois préciser qu'est-ce qui est observé, comment vous l'observez, quel est l'état de mouvement de l'observateur. Dans l'expérience d'Alice et Bob, tous les deux sont d'accord pour dire que la lumière arrive dans leurs yeux venant de la gauche et de la droite au même moment, mais ils ne sont pas d'accord sur le moment où les lampes se sont allumées. Et ça, c'est une conséquence de la relativité restreinte. Ce qui est simultané pour l'un n'est pas simultané pour l'autre. Il ne faut donc pas s'étonner dans le diagramme que je vous ai montré tout à l'heure que les lignes dans l'espace-temps qui représentent les événements simultanés pour un observateur ne sont pas les lignes qui représentent les événements simultanés pour un autre observateur. Et la situation se complique encore avec l'avènement de la relativité générale, puisqu'à ce moment-là, Einstein nous montre que non seulement les observateurs en mouvement relatif ne mesurent pas les mêmes durées, mais qu'en plus, si vous avez de la matière ou de l'énergie qui est située dans l'espace, eh bien ça va modifier la courbure de l'espace et du temps, et ça va faire en sorte que les mesures de durée et d'espace soient différentes d'un point à l'autre de l'espace-temps. Et si en plus cette courbure varie au cours du temps, on a ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles qui ont été observées il y a quelques mois, de ça pour la première fois. Alors, on va avoir besoin de ça tout à l'heure, du fait que dans l'espace-temps, ce qui est simultané pour l'un n'est pas forcément simultané pour l'autre. Et les lignes de temps constant dans une région de l'univers ne sont pas forcément les lignes de temps constant dans une autre région de l'univers. Ça va être important pour comprendre la structure du multivers. Enfin, d'un modèle de multivers. Alors, sur quoi s'appuient les modèles dont je vais vous parler? Eh bien, elles s'appuient sur deux grands piliers. D'une part, les théories relativistes. Alors, les théories relativistes, fondées par Albert Einstein dans sa version restreinte, puis dans sa version générale 10 ans plus tard, en 1915, eh bien, c'est une théorie qui prédit des tas de choses. Elle explique tout d'abord, elle ne prédit pas, elle explique l'avance du périhélie de Mercure. Elle donne un cadre théorique pour décrire l'expansion de l'univers, qui avait été observé expérimentalement par Hubble. Elle a prédit l'existence de mirages gravitationnels et d'ondes gravitationnelles, phénomènes qui ont été observés de manière indubitable. Et au niveau, je dirais, microscopique, eh bien, elle permet de décrire le fonctionnement des accélérateurs de particules et permet le fonctionnement du GPS. Le fonctionnement du GPS dépend effectivement des faits relativistes, puisque les satellites en orbite terrestre qui nous permettent de repérer notre position sur Terre sont dans un champ de gravitation différent du champ de gravitation au niveau du sol, un petit peu plus faible. Eh bien, le temps ne s'écoule pas de la même manière au niveau des satellites qu'au niveau du sol. Si vous ne tenez pas compte de cet effet relativiste, au bout d'une journée, vous aurez une erreur de 11 km sur votre position. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est la relativité générale. Ça existe, vous l'avez rencontré, dans votre GPS en tout cas. Un autre grand pilier de la physique, ce sont les théories quantiques. Alors, les théories quantiques, c'est une théorie qui s'appuie sur la dualité onde-corpuscule. C'est une théorie assez étrange, demandez à mes étudiants qui sont en train de la voir, je crois qu'ils seront assez d'accord pour le dire. Ça prédit des choses vraiment bizarres comme la quantification de l'énergie et des choses qu'on appelle l'effet tunnel, qui sont démontrées expérimentalement. Ça donne un cadre théorique pour expliquer la supraconductivité, ça permet de fabriquer des transistors qui alimentent le PC, qui permet de faire tourner cette présentation. Ça permet aussi de construire des microscopes électroniques et des lasers. Donc, c'est une théorie qui est peut-être un peu bizarre à étudier, mais je vous assure, ça marche. Et ça marche dans la vie de tous les jours. Donc, ces deux théories sont solidement établies, tout à fait solidement établies. La chose qui nous manque encore, c'est qu'on n'est pas capable de marier ces deux théories en une théorie, je dirais, cohérente, qu'on appelle provisoirement gravité quantique, et qui nous permettrait d'avoir une vision globale des phénomènes macroscopiques au niveau de l'univers et des phénomènes microscopiques au niveau des particules élémentaires. Alors il y a plusieurs théories concurrentes, comme la théorie des cordes, la gravitation à boucle. Qui a raison? Personne ne le sait pour le moment. Cette théorie, bon, elle est loin d'être au point, mais peut-être qu'un jour on y arrivera, enfin j'espère qu'un jour on y arrivera. Alors heureusement, cela ne nous empêche pas de décrire l'univers. On a deux solides théories, même si on n'arrive pas à les marier complètement, elles ont chacun leur domaine de validité que l'on peut exploiter, et on a des centaines, si pas des milliers d'observations différentes. Que nous disent les modèles et
les théories, eh bien, elles nous disent que très probablement l'univers a commencé, d'abord l'univers a un âge, 13,7 milliards d'années, il n'a pas existé de tout temps, et pas dans l'état où il est actuellement. Ça a commencé par, appelons ça pour le moment instant zéro, le Big Bang, c'est-à-dire un état très dense et très chaud, que nos théories ont beaucoup de mal à décrire pour le moment. S'en est suivi une période d'inflation. Alors, j'en parlerai beaucoup de l'inflation tout à l'heure. L'inflation, c'est une période dans laquelle l'univers a grandi d'un facteur 10 exposant 100, à peu près. 1 suivi de 100 zéros. C'est un gros chiffre. Et tout ça dans un espace d'un intervalle de temps de l'ordre 10 moins 32 secondes. 10 moins 32 secondes, c'est tout petit intervalle de temps. C'est microscopique. Donc vous avez une expansion complètement délirante dans un intervalle de temps complètement délirant aussi. Mais l'expansion est très grande et l'intervalle de temps est très petit. Je vous expliquerai après pourquoi on pense qu'il y a eu une inflation. Puis après, eh bien, après l'inflation, l'univers a continué à s'étendre, mais à un rythme beaucoup plus posé, et il s'est tout doucement refroidi et dilué. Alors, après 1 microseconde, la température était de l'ordre de 200 milliards de degrés. Les quarks qui étaient libres ont commencé à s'assembler pour former des particules qu'on connaît, protons, neutrons, qui nous constituent toujours. Puis un peu plus tard, après 1 centième de seconde, eh bien, les premières réactions de fusion thermonucléaire ont commencé. Les protons ont fusionné ensemble pour produire les premiers noyaux d'hélium. Après 3 minutes, l'univers était devenu suffisamment peu dense et froid, si j'ose dire, c'était encore de l'ordre du million de degrés, pour que les réactions de thermonucléaire s'arrêtent, plus de synthèse possible. Et ensuite, l'univers s'est tout doucement refroidi, dilué, jusqu'à une température d'environ 6000 degrés, où, à ce moment-là, la température était suffisamment basse pour que les électrons libres se combinent avec les protons. Et ça a formé les atomes d'hydrogène, qu'on retrouve maintenant dans les étoiles. À ce moment-là, l'univers est devenu transparent. Les électrons ne se sont plus opposés à la propagation de la lumière, et donc la lumière a pu se propager aussi loin qu'elle voulait. Et c'est comme ça, et ça s'est passé 380 000 ans après le Big Bang. Et cette lumière résiduelle, qui nous vient du fin fond de l'univers, qui a été libérée à cette époque-là, eh bien on la reçoit maintenant sous forme de rayonnement cosmique de fond, mesuré par les satellites WMAP, COBE, Planck, etc., etc. Et donc ça nous donne des informations extrêmement précieuses sur la structure de l'univers à cette époque-là. Et puis l'univers a continué à se diluer, à se refroidir sous l'effet de l'expansion. Les hydrogènes s'assemblaient en étoiles. Les premières étoiles ont commencé à brûler leur hydrogène pour former de la nucléosynthèse et former tous les aimants lourds. Et puis les étoiles se sont assemblées en galaxies, et les galaxies se sont assemblées en superclusters, etc., etc. Et on arrive à 13 milliards d'années plus tard, 13,7 milliards d'années plus tard, à l'état d'univers tel qu'on le contemple. Alors, toutes les mesures montrent qu'en fait, la matière qui nous constitue, vous, moi, cette table, la Terre, les étoiles, des protons, des neutrons et des électrons, ne constitue en fait que 5% du contenu énergétique total de l'univers. À côté de ça, eh bien, il y a à peu près 25% d'une matière dont on ignore la nature. On sait seulement qu'elle n'interagit pas avec les rayonnements électromagnétiques, elle est noire, elle ne reflète pas la lumière, elle n'en émet pas, mais elle est là parce qu'on détecte ses effets gravitationnels dans les courbes de rotation de galaxies ou dans les mouvements des superamas de galaxies. On sait qu'elle est là, mais on ne sait pas ce que c'est. Et comme c'est noir, comme ça ne réagit pas avec le spectre électromagnétique, ce n'est pas de la matière ordinaire. Mais on ne sait pas ce que c'est. On est en train de la chercher au grand collisionneur au CERN. Mais ce n'est pas tout. Pour 70%, il y a ce qu'on appelle l'énergie sombre ou l'énergie noire, c'est la même chose. Ça pilote l'expansion de l'univers. C'est ça qui fait que l'univers est en expansion, et même en expansion accélérée depuis quelques milliards d'années. Qu'est-ce que c'est ? Personne n'en a absolument la moindre idée. On ne sait pas ce que c'est, mais on sait que c'est là. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, mais il y a encore évidemment du boulot pour les physiciens, heureusement, pour essayer de découvrir un peu de quoi il s'agit. Alors, deux petites précautions, deux petites mises en garde. Quand vous voyez quelque chose comme rayon de l'univers observable, vous pourriez vous dire « Ah, l'univers est fini, un rayon fini ». Non. Rayon de l'univers observable, c'est le rayon de l'univers que l'on peut voir avec nos télescopes. L'univers peut être beaucoup, beaucoup plus grand. On en parlera tout à l'heure. Et donc, quand je mets rayon observable, c'est rayon de l'univers tel que l'on peut l'observer avec nos télescopes. L'univers peut être beaucoup plus grand. Non seulement il peut être beaucoup plus grand, mais il peut même être infini. Pour le moment, on n'en sait rien, on n'est pas sûr. On a des indices, mais ça pourrait être fini quand même. Deuxième mise en garde. Alors, souvent, quand on vous présente le Big Bang à la télé, on voit un point très lumineux, puis bam,
ça explose dans toutes les directions. Alors, c'est sans doute pas du tout comme ça que ça s'est passé, parce que si l'univers est fini, ok, il y a eu un état très dense de l'univers, avec sans doute très petit, peut-être pas un point, mais très petit, mais si l'univers est infini, il était déjà infini au moment du Big Bang. Donc il s'est simplement, entre guillemets, dilué et refroidi pour atteindre l'état actuel. Mais si l'univers est infini actuellement, il était déjà infini au moment du Big Bang. Alors, bon, pourquoi croit-on à ce modèle? Eh bien, tout simplement parce que l'expansion de l'univers, c'est quelque chose que l'on constate dans nos télescopes. On a le fond diffus cosmologique qui est le reliquat du découplage entre les rayonnements et la matière 380 000 ans après le Big Bang. On a pu prédire l'abondance des éléments légers, essentiellement combien il y avait d'hélium dans l'univers avec ce modèle-là, et ça concorde avec nos mesures. On a les courbes de rotation des galaxies et les mouvements des superamas de galaxies qui nous montrent qu'il y a autre chose que la matière ordinaire. Il y a de la matière qu'on ne voit pas et qui a un effet gravitationnel. Et enfin, l'observation de supernovas extragalactiques nous a montré que l'univers non seulement est en expansion, mais est en expansion accélérée. Donc le taux d'accélération est positif. Alors, je vous ai parlé d'une période qui a dû exister au moment de l'univers et pendant lequel l'univers a grandi de manière démesurée pendant un temps extrêmement court. Alors, ce n'est pas un caprice de physicien théoricien. Si on a introduit cette notion, c'est parce qu'on en avait besoin. On a besoin de l'inflation, pourquoi? Eh bien, pour expliquer l'homogénéité de l'univers. Quand on regarde l'univers à grande échelle, à l'échelle de plusieurs dizaines de milliards d'années-lumière, eh bien, l'univers est homogène. Il n'y a pas de fluctuation de densité qui soit importante. On ne peut pas expliquer ça s'il n'y a pas l'inflation. L'univers est plat, c'est-à-dire que si vous mesurez sa courbure, je ne vais pas trop insister sur comment on mesure la courbure, c'est compliqué, mais si on mesure la courbure de l'univers, on a un univers qui est plat. Pas de courbure positive, pas de courbure négative, c'est compatible avec zéro. Une courbure zéro ne peut s'expliquer que si on a l'inflation. Il n'y a pas de monopôle magnétique. Alors les monopoles magnétiques, c'est un type de particule un peu particulier, c'est le cas de le dire, qui est prédit par certains modèles théoriques. Si les modèles théoriques sont corrects, on a raison de penser qu'ils sont corrects, les monopoles doivent être là. Les monopoles ne sont pas là, on n'en observe aucun. De nouveau, l'inflation permet d'expliquer cela. Et enfin, le spectre de puissance, c'est-à-dire la manière dont les fluctuations apparaissent dans le fond diffus cosmologique, ça peut s'expliquer aussi s'il y a eu de l'inflation. Donc, très probablement, l'inflation a existé, mais on n'en a pas de preuve directe actuellement. On a cru en avoir une il y a quelques mois, mais malheureusement, l'effet mesuré était dû à d'autres effets parasites, mais pas à l'inflation. Donc, on n'a pas encore de preuve directe de l'inflation, mais on a de bonnes raisons de penser que ce phénomène a existé. Alors, bon, jusqu'à présent, ce que je vous ai dit, c'était relativement sûr, relativement bien établi, basé sur des théories solides, des observations très, très nombreuses. Maintenant, on va s'aventurer dans une science physique un peu plus spéculative. Et c'est pour ça que j'ai mis cette citation de Roland Topor. L'histoire qui va suivre est véridique dans ses moindres détails, à moins qu'une affreuse erreur n'ait tout faussé depuis le début. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce dont je vais vous parler, les calculs sont corrects. Mais on n'est pas tout à fait sûr que les hypothèses sont bonnes au départ pour décrire l'univers. Donc, il y a des incertitudes. Alors, en fait, ce dont je vais vous parler, c'est une conséquence logique de l'inflation. Si l'inflation existe, et si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, on va avoir ce que je vais vous décrire dans un instant. Mais il faut faire attention, ce n'est qu'une version possible. Il y a beaucoup de modèles de multivers. Je n'en présenterai qu'un, lequel, pas le plus plausible. Personne ne sait quel est le plus plausible. Personne ne sait même si la notion de multivers est pertinente, si elle ne sera pas abandonnée d'ici 20 ou 30 ans. On ne sait pas. Je ne vais pas vous donner celle que je préfère. Je vais vous donner celle que je trouve la moins compliquée à expliquer. Ça m'a semblé plus sûr. Et en plus, c'est très spectaculaire. Donc vous allez voir, vous en aurez pour votre argent, même si vous n'avez rien payé pour rentrer. Alors, donc, tout est basé sur l'existence de l'inflation. Alors, je vais vous décrire l'univers tel qu'il était avant le Big Bang, avant l'instant zéro. On a des raisons de penser qu'à ce moment-là, l'espace-temps, que je représente ici à une seule dimension d'espace et une dimension de temps, vous voyez pourquoi je vous ai parlé d'espace-temps tout à l'heure, j'en ai besoin maintenant, eh bien, à cette époque-là, dans un lointain passé, il n'y avait qu'un seul type d'énergie qui emplissait l'univers. Alors les physiciens modernes, ils disent champ quantique. Non, je vais dire champ, je vais dire énergie, ça n'a pas d'importance, c'est le même concept. Il y avait quelque chose
quelque chose qui possède une certaine densité d'énergie et qui a certains effets. Ce champ, ou cette énergie inflatoire, elle n'a qu'un seul effet, celui de faire gonfler l'univers. Elle ne fait que ça, elle ne sert qu'à ça. Mais comme c'est une théorie quantique, comme c'est un champ quantique, la théorie quantique nous dit que les champs, qui représentent de l'énergie, fluctuent. Et ils fluctuent de manière aléatoire. Ça veut dire qu'au fil du temps, eh bien, la valeur du champ quantique, du champ inflatoire, peut différer. Ça peut fluctuer. D'un endroit à l'autre, d'un moment à l'autre, eh bien, là, il y a des fluctuations d'énergie dans cet espace-temps. Mais il n'y a pas seulement que des fluctuations d'énergie. Il peut y avoir aussi des fluctuations en nature. C'est-à-dire que ce champ d'énergie inflatoire, peut transmuter en un autre champ, et plus précisément en d'autres champs. Ce champ inflatoire est capable de se transformer en des champs d'énergie que l'on connaît bien et qui représentent des protons, des électrons, des neutrinos, des photons, etc., etc. Donc, notre matière est engendrée par le champ inflatoire, par une transformation spontanée et aléatoire de ce champ. Et ça donne quoi? Ça donne ceci. Vous avez un instant donné le champ inflatoire, une transition brutale, et un instant plus tard, les champs tels qu'on les connaît. La matière, l'énergie telle qu'on la connaît. Des protons, des neutrons, des photons, etc., etc. Et ça se produit de proche en proche, dans l'espace-temps inflatoire. Ça se produit de proche en proche pour créer dans l'espace-temps une région qui est en fait notre univers. Alors, voyez ici la ligne de démarcation entre notre espace-temps, celui que l'on connaît, et l'espace-temps inflatoire qui lui a donné naissance. Cette ligne blanche, c'est notre instant zéro. C'est le Big Bang. Et cette ligne blanche, vous voyez qu'elle n'est pas horizontale. Elle a une forme de U qui file vers l'infini. Dans notre espace-temps, les lignes de temps constant sont ces lignes en forme de U. Alors que dans l'espace-temps inflatoire, les lignes de champ constant, les lignes de temps constant, sont des lignes horizontales. Rappelez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, les lignes de temps constant ne sont pas les mêmes pour les différents observateurs. Les lignes de temps constant peuvent varier d'une région de l'espace-temps à l'autre. C'est exactement ce qui se passe ici. Vous transitez d'une région vers une autre. Là, l'interprétation des lignes de temps constant diffère. Les lignes de temps constant ici sont horizontales, mais dès que vous entrez dans le nouveau type de champ, dans le nouveau type de matière, les lignes de temps constant, c'est la ligne en forme de U. Cette ligne en forme de U, c'est l'instant zéro, c'est le Big Bang. En fait, le Big Bang, c'est quand l'inflation s'arrête, pour donner autre chose. Un peu plus tard, eh bien, voici une autre ligne de temps constant, c'est 380 000 ans après le Big Bang, découplage de la matière et du rayonnement, l'univers devient transparent. Quelques milliards d'années plus tard, c'est la formation des galaxies. Et donc, il faut bien comprendre que ces lignes en forme de U filent vers l'infini. Ce qui veut dire que cette ligne de temps constant, c'est l'univers à l'instant zéro. Et c'est un univers infini. Il n'y a pas de borne. Ces deux lignes se prolongent vers l'infini. Et cette autre ligne de temps constant, c'est l'univers infini, 380 000 ans plus tard. Celui-ci, cette ligne-ci, pardon, qui est toujours en forme de U, dont les branches filent vers l'infini, c'est la ligne de temps constant, à quelques milliards d'années, quand les galaxies se sont formées. Alors, le champ inflatoire n'a pas tout à fait disparu de notre univers. C'est sans doute ce que j'ai appelé tout à l'heure l'énergie sombre. Pourquoi? Parce que notre univers est en expansion. C'est-à-dire que si vous prenez deux objets, vous les maintenez à distance constante, puis vous les lâchez, eh bien simplement sous l'effet du gonflement de l'espace, sous l'effet de l'expansion, ces deux objets vont s'éloigner irrémédiablement. Comme les galaxies, pour le moment, s'éloignent les unes des autres à cause de l'expansion. Donc il reste un petit peu de champ inflatoire dans notre univers. Alors donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des lignes en forme de U qui sont infinies et qui représentent l'univers infini à un instant donné. Mais ces lignes en forme de U, je peux en empiler une infinité. Ce qui veut dire que le temps est infini dans le futur. Il n'y a pas de limite dans le futur. Donc nous avons ici un univers qui a une origine temporelle, mais qui est à la fois infini dans l'espace et infini dans le temps. Et donc c'est comme ça que l'inflation peut, dans un champ, dans un espace-temps inflatoire, où il n'y a rien d'autre que le champ inflationnaire, transiter vers, en un instant, une fluctuation, 10-32 secondes,
eh bien, peut transiter vers un autre état qui est l'univers tel qu'on le connaît actuellement. Et notre univers, dans ce modèle-là, est infini, mais à un futur infini aussi. Il n'y a pas de fin à cet univers. Alors, si l'univers est infini, ça ne veut pas dire qu'on en voit la totalité. Pourquoi? Parce que l'univers a un âge, il a 13,7 milliards d'années, et donc la lumière, pour se propager, elle se déplace à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire une année-lumière par an, ou 1 milliard d'années-lumière par milliard d'années. Et donc, pour qu'on voit un objet, il faut qu'il ait émis de la lumière à une époque suffisamment peu lointaine pour que la lumière ait eu le temps de nous parvenir. Donc, ce qu'on voit de l'univers, c'est ce qu'on appelle l'univers observable. Ce sont les objets qui sont suffisamment proches de nous pour que la lumière qu'ils aient émise ait eu le temps de nous atteindre. Il y a sans doute des objets plus lointains. La lumière est en route, mais on ne l'a pas reçue. Donc, ces objets-là, on ne les voit pas. On ne sait même pas qu'ils existent. Mais attention, on pourrait se dire, ok, donc la vitesse de la lumière se propage à une année-lumière par an, et l'univers a 13,7 milliards d'années d'âge, donc le rayon de l'univers, c'est 13,7 milliards d'années. Non, c'est beaucoup plus, parce que l'univers est en expansion. Vous prenez un objet qui a émis de la lumière il y a 5 milliards d'années. La lumière a mis 5 milliards d'années pour nous parvenir, mais pendant ce temps-là, l'expansion a éloigné cet objet de nous. Et donc maintenant, il ne se trouve pas à 5 milliards d'années-lumière, mais il se trouve beaucoup, beaucoup plus loin. Combien? Ça dépend des modèles. Les modèles actuels prédisent en fait que notre univers a un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière. Donc l'univers observable est une bulle centrée sur nous qui fait un diamètre de 93 milliards d'années-lumière. C'est ce qu'on appelle une bulle de Hubble. Donc c'est la bulle de Hubble qui est autour de nous, qui contient tout l'univers que l'on peut observer. Eh bien, ceci donne lieu à ce qu'on appelle le premier niveau de multivers, le multivers de niveau 1. Dans le modèle inflatoire, l'univers est infini. Et donc, notre bulle de Hubble, centrée sur nous, eh bien, c'est juste une bulle de 93 milliards d'années-lumière de diamètre, mais quelque part dans un univers infini qui lui-même est en expansion. C'est ce que les petites flèches-là sont censées vous rappeler. N'oubliez pas, ça gonfle. D'accord? Mais ce qui veut dire que l'univers, il s'étend bien au-delà de notre bulle de Hubble, et dans ce modèle-là, il s'étend même à l'infini. Ce qui veut dire qu'il existe ailleurs d'autres bulles de Hubble, qui ont le même rayon, puisqu'ils ont le même âge que nous, centrées sur une civilisation extraterrestre qui a son propre univers observable, complètement disjoint du nôtre. Nous n'avons aucune idée de ce qu'il peut y avoir dans cette bulle, puisque la lumière n'a pas encore eu le temps de nous parvenir. En fait, elle ne nous parviendra jamais. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, cette bulle de Hubble, c'est un autre univers qui est dans le nôtre, mais qui est complètement disconnecté du nôtre. Alors, il y a une conséquence très, très, très curieuse à ce multivers de niveau 1. Notre bulle de Hubble est très grande. 93 milliards d'années-lumière de diamètre, ça fait du volume. Mais c'est un volume fini. Le nombre de particules dedans est fini. La mécanique quantique nous apprend qu'il n'y a qu'une manière, un nombre fini d'agencer ces particules. Un nombre très, 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 très grand, j'aurais même du mal à écrire tellement il est grand, mais un nombre fini quand même. Ce qui veut dire que la configuration de notre bulle de Hubble, elle peut être reproduite ailleurs, très 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 loin dans l'univers. Il se peut que le hasard ait fait que les particules se soient agencées exactement de la même manière que dans notre bulle de Hubble. Ce qui veut dire que dans cette bulle très 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 lointaine, il y a un autre Claude Semet qui fait une conférence devant d'autres de vous-mêmes. Non seulement ça se produit une fois, mais ça se produit un nombre infini de fois dans un univers infini. Je vous laisse réfléchir aux conséquences philosophiques d'un univers infini. Alors, revenons un peu à notre univers en expansion. Voici donc la création de notre univers par transition du champ inflatoire dans le champ de matière que l'on connaît bien. J'ai dessiné l'inflation à un endroit particulier de cet espace-temps inflatoire. Mais l'espace-temps inflatoire, il est infini, il continue à gauche et à droite. Donc, qu'est-ce qui empêche ce processus de s'être reproduit plusieurs fois? Et donc, voici 3 endroits de l'espace-temps inflatoire où l'inflation a cessé pour donner naissance à un univers. Vous imaginez bien qu'il y en a 3 ici, mais je peux en mettre autant que je veux à gauche et à droite. Donc, je peux en créer une infinité. Et dans certaines théories, il se fait que les lois physiques d'un univers à l'autre peuvent être différentes. Ça peut être des lois très différentes, mais ça peut être aussi les mêmes lois avec d'autres constantes fondamentales. Par exemple, si vous regardez les masses
des particules élémentaires, les quarks et les leptons, eh bien, on ne trouve aucun schéma directeur dans ces masses. Donc il est possible que les masses de notre univers, les masses des particules fondamentales, aient été tirées au sort par on ne sait quel phénomène quantique pour construire notre univers. Dans un univers voisin, peut-être que les rapports de masse sont différents. Peut-être que d'autres constantes fondamentales sont différentes aussi. Et dans ce cas-là, les lois de la physique sont différentes d'un univers à l'autre. Alors, un dessin plus précis serait plutôt quelque chose comme ceci. Parce que le champ inflatoire, il n'arrête pas de faire gonfler l'univers. Donc à partir du moment où deux bulles d'univers ou deux univers infinis naissent dans ce champ inflatoire, le champ inflatoire continue à gonfler et donc éloigne les univers les uns des autres. Et dans l'espace vide, d'autres univers peuvent apparaître. C'est un processus sans fin et éternel. Une création continue d'univers, à l'infini, pour un temps infini. Rappelez-vous, la feuille qui s'étend à l'infini dans elle-même, le champ inflatoire s'étend à l'infini dans lui-même, et les univers créés par le champ inflatoire s'étendent eux-mêmes à l'infini dans eux-mêmes. Ça fait beaucoup d'infini. Alors, oui, une chose qui peut sembler bizarre, vous savez que dans notre univers, rien ne peut se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. Par contre, l'espace-temps, lui, peut gonfler plus vite que la vitesse de la lumière. Et donc, l'éloignement, le gonflement de l'espace peut prendre des vitesses qui tendent vers l'infini, en fait. Alors voici, c'est une image qu'on trouve parfois dans la vulgarisation, des bulles d'univers qui naissent les uns des autres. Ça ne correspond pas au modèle que j'ai décrit, mais le modèle que j'ai décrit correspond plutôt à ceci, c'est-à-dire des univers qui naissent d'une fluctuation quantique, et dès qu'ils sont nés, eh bien, ils commencent à s'éloigner les uns des autres à cause de l'expansion du champ inflatoire. Eh bien, ça, c'est ce que je vous ai décrit, c'est le multivers de niveau 2. Donc, une infinité d'univers infinis dans le champ inflatoire. Chacun de ces univers pouvant éventuellement avoir des lois physiques différentes. Mais ce n'est pas fini. Il y a deux autres niveaux, le multivers de niveau 3 et le multivers de niveau 4, encore plus bizarres que ceux que je viens de vous décrire, mais j'en parlerai pas ici parce que sinon ça nous prendrait trop de temps. Mais sachez que les physiciens et les mathématiciens ne manquent pas d'imagination. Tout ça quand même contraint par des mathématiques très sérieuses. Et tout ça basé sur le fait que le champ inflatoire est sans doute quelque chose qui a piloté la naissance de notre univers. Ce n'est pas basé sur du vent. C'est basé sur des observations et sur des modèles théoriques très solides. Mais ici, on pousse peut-être un peu loin, un peu trop loin, ou peut-être pas encore assez loin. Peut-être que le modèle que je vous décris n'est pas encore assez fou pour représenter notre univers. Et donc, dans ces modèles-là, le multivers est éternel. Notre univers a une origine, les autres univers ont une origine, mais le multivers n'a pas d'origine temporelle. Il n'y a jamais eu de création. L'univers existe depuis toute éternité et existe pour toute éternité. Vous allez me dire, ça c'est une manière bien commode d'évacuer le problème de la création. Peut-être, mais peut-être qu'il n'y en a pas d'autre. Peut-être que c'est réellement ça, la solution. Je ne sais pas encore. Alors, le multivers, est-ce que c'est une bonne idée ? Eh bien, autant vous dire que la communauté des scientifiques et des cosmologistes est bien divisée dessus. Vous prenez des gens comme Stephen Hawking, Andrei Linde, Maldacena, Tegmark. Eux, ils croient vraiment que le multivers, c'est vraiment le modèle qui va permettre de comprendre la nature profonde de notre univers. Et vous avez d'autres personnes comme George Ellis, David Gross, etc., qui ne sont pas quand même des imbéciles, il y a des prix Nobel là-dedans, pensent que le multivers, pour vous le dire en un mot, c'est de la foutaise. Donc, les avis sont très partagés. Mais ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal parce qu'il y a de grosses bagarres théoriques, il y a de gros challenges observationnels, et donc, de la confrontation d'idées, peut-être qu'un jour va jaillir la vérité. Le multivers tel que je vous ai décrit, le multivers dans une version différente, ou pas de multivers du tout. Ça, on le saura sans doute dans quelques années, quelques décennies ou quelques siècles, je ne sais pas combien de temps on va mettre pour trouver la solution. Alors, mais ça agite aussi, alors d'abord, pourquoi penser quand même que le multivers, c'est peut-être pas une chose complètement idiote ? Eh bien, le multivers permet d'expliquer ce qu'on appelle l'ajustement fin des constantes. En fait, il se fait que dans notre univers, les constantes fondamentales semblent exactement ajustées pour permettre l'apparition de la vie. On a une constante cosmologique, c'est un autre nom pour l'énergie noire. Si elle était un tout petit peu trop élevée, l'univers se serait dilué avant que les galaxies soient formées. Si elle était un tout petit peu moins élevée, l'univers se serait contracté avant que les galaxies aient pu se former. Donc, il faut une constante cosmologique avec une bonne valeur. L'ajustement est à 20 décimales près. Autant vous dire que c'est un ajustement très fin. Si les quarks n'avaient pas exactement les bons rapports de masse, le neutron serait plus léger que le proton. Et dans ce cas-là, c'est le proton qui serait instable. Sans proton dans l'univers, pas d'atome, pas de vie.
La force nucléaire est parfaitement ajustée pour permettre la création du noyau de carbone 12. S'il n'y a pas de carbone 12, il n'y a pas de vie. Et donc, c'est très difficile de comprendre comment les lois physiques sont ajustées de manière si fine pour permettre l'apparition de la vie. Avec le multivers, il n'y a pas de problème. Vous lancez les dés un nombre infini de fois. Donc, de temps en temps, vous avez des univers qui permettent l'apparition de la vie, et de temps en temps, vous avez des univers qui ne le permettent pas. Et évidemment, nous ne pouvons exister qu'en dans un univers qui permet l'apparition de la vie. Donc, il y a un biais expérimental très net. Mais le multivers permet d'expliquer ça. Alors, on a fait une observation très très curieuse dans le fond cosmologique. Le fond cosmologique, c'est un rayonnement électromagnétique qui est à peu près à la température de 3 degrés Kelvin, donc 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Mais la température n'est pas uniforme, il y a des petites fluctuations. Ces petites fluctuations nous renseignent sur l'état de l'univers au moment du Big Bang, enfin au moment du découplage. Et les fluctuations sont de l'ordre de 20 microkelvin. Donc, vous avez des fluctuations de 20 millionièmes de Kelvin autour de la température moyenne. Sauf en un endroit, ici, qu'on appelle le grand vide, où la température est plus basse de 150 microkelvin. 150 millionièmes de Kelvin. C'est quand même, 7 fois plus que la moyenne partout ailleurs. Alors, la première hypothèse, c'était que, en fait, c'est parce qu'il y a un grand vide. Il y a des fluctuations de matière dans l'univers, et par hasard, il s'est fait qu'il y a eu un grand vide à cet endroit-là, et donc à cause de ça, à cause d'un effet très particulier, on peut montrer que la température doit être plus basse. Et puis il y a une autre hypothèse qui s'est dit non, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être un coup de chance extraordinaire qu'au moment où notre univers est né, il est entré en collision avec un autre univers naissant. Et après, l'inflation nous a tout de suite séparés. Mais il y a eu des échanges d'énergie entre les deux univers. Et ça, c'est la trace de cet échange d'énergie. Bon, les deux théories sont concurrentes. Et un troisième papier qui vient de sortir en 2017 ici nous dit que l'hypothèse du grand vide ne tient pas. Ce n'est pas qu'il y a peu de matière là-dedans, c'est autre chose. Donc, l'hypothèse de la collision avec un autre univers tient toujours la route. Donc, ça pourrait être le premier signe expérimental du multivers. Nous sommes entrés en collision avec un autre univers au moment du Big Bang. Alors, il ne faudrait pas croire qu'on peut faire absolument n'importe quoi dans l'univers. Il y a des lois à respecter. Et notamment, ça a été étudié par le Belge Thomas Hertog en collaboration avec Hawking. L'article a été publié il n'y a pas longtemps après la mort de Stephen Hawking. Donc, on ne peut quand même pas faire tout à fait n'importe quoi, il y a des contraintes. Mais la bagarre est rude dans les milieux scientifiques pour savoir qui a raison, quel est le bon modèle de multivers, est-ce que le modèle de multivers est pertinent, on peut vraiment se poser des questions. Alors, autant vous dire aussi que ça agite pas mal le monde théologique, parce qu'évidemment, quand on parle de création, les croyants s'y intéressent aussi. Alors, vous avez les deux points de vue. Vous avez quelqu'un comme le Christoph Schönborn, qui est un cardinal allemand, qui dit « Le multivers, c'est une tentative désespérée des athées pour nier l'existence de Dieu. » Bon, c'est très tranché, soit. Et puis, vous avez d'autres personnes, des philosophes et des physiciens chrétiens, qui disent « Mais non, pourquoi? Si Dieu a créé un univers, il peut bien créer un multivers. Pourquoi limiter sa puissance à un seul univers ?» Donc, vous voyez, ça agite aussi le monde des théologiens. Bon, moi, je ne prends pas parti là-dedans, mais ça bagarre ferme aussi à ce niveau-là. Alors, maintenant, il faut bien comprendre une chose quand même, c'est qu'il y a ce que l'on sait. On sait qu'il y a eu un Big Bang. C'est quasi sûr. Il y a trop de traces, le rayonnement fossile, l'expansion de l'univers, etc., etc. Ça, on en est à peu près sûr. Puis il y a les choses que l'on ne sait pas. On ne sait pas quelle est la nature de la matière noire. On ne sait pas quelle est la nature de l'énergie noire. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On ne connaît pas la masse des neutrinos, etc., etc. Il y a plein encore d'inconnus dans nos modèles, de choses que l'on va essayer de percer, de mettre à jour. Et puis surtout, il y a ce qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. Ah oui. Il y a 30 ans, on ne savait pas qu'il y avait de la matière noire. On ne savait pas qu'il y avait de l'énergie noire. On ignorait complètement ces deux concepts. Et donc, les modèles d'univers n'en tenaient pas compte. Maintenant, on est à peu près sûr que c'est là. Et donc, on en tient compte. Mais qu'est-ce qu'on va trouver dans 2 heures, 6 semaines, 3 mois, 10 ans, 50 ans, qui va peut-être complètement bouleverser notre conception de l'univers? On n'en sait rien. Ça va venir un jour, on aura peut-être des bonnes surprises, des mauvaises surprises, mais on aura des surprises, ça c'est sûr et certain. Et donc, à voir. Peut-être qu'un jour, on aura la gravité quantique qui nous permettra de mettre un peu d'ordre dans nos théories physiques et de mieux comprendre si le multivers est une réalité ou un rêve de physicien théoricien. Alors, ok, j'ai planté le décor, il est immense, il est somptueux, il est beau, et nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on vient faire là-dedans? Alors, nous sommes sur une petite planète
autour d'une étoile banale, en bordure d'une galaxie quelconque, dans un groupe local, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, lui-même dans un superamas parmi des millions d'autres superamas. Bref, on est dans la zone, perdu au milieu de nulle part. Nous n'occupons pas une place centrale dans l'univers. La seule place centrale qu'on occupe, c'est la place centrale de la bulle de Hubble. Mais ça, ce n'est pas tout l'univers. C'est juste un petit morceau fini. Deuxièmement, nous ne sommes que des animaux. Nous avons 98% de notre matériel génétique en commun avec les singes bonobos et à peu près 50% de notre matériel génétique en commun avec les fleurs. Donc, nous sommes essentiellement des êtres vivants comme tous les autres. Ok, on a un gros cerveau. On a un gros cerveau, ok, mais on est quand même des animaux. On est fait de cellules, on a de l'ADN, ok, on a des gènes, et on n'est pas très différent finalement d'une mouche, d'un ver de terre ou d'un dinosaure. Quelques différences, mais finalement assez minimes. Ici, croyez-moi. Nous sommes des êtres en grande partie irrationnels. Nous avons un inconscient qui pilote en grande partie notre comportement et sur lequel nous n'avons pas de prise. Si vous doutez que nous ne sommes pas des êtres rationnels, il suffit de regarder le monde l'état dans lequel il se trouve pour en être convaincu. Okay. Alors, nous pouvons fabriquer des machines qui sont plus performantes que nous. Alors, évidemment, sur le point de vue physique, c'est évident. Un bulldozer peut soulever beaucoup plus de terre que moi, je ne pourrais jamais en soulever. Nous avons des ordinateurs qui calculent infiniment plus vite que nous, qui ont des mémoires bien plus performantes et bien plus fiables que nous. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes au début de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors, un événement qui m'a frappé, et qui a, je crois, frappé le monde de l'intelligence artificielle, c'était il y a quelque temps déjà la victoire de l'ordinateur AlphaGo, au Go. Donc le jeu de Go est un jeu qui était très 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 difficile à programmer. Et ce programme AlphaGo, il a gagné contre le champion du monde. Non seulement il a gagné, mais il a inventé une stratégie qui n'avait jamais été inventée par un être humain. Il a fait une innovation, un programme informatique. Évidemment, c'est une intelligence artificielle spécialisée qui ne fait que jouer au Go. Pour le moment. Peut-être qu'un jour, d'autres intelligences artificielles pourront être bien, bien plus malignes que nous. Et vraiment intelligentes au sens profond. Créer de la nouveauté. Et puis, en fait, nous sommes faits de protons et d'électrons. C'est la matière la moins abondante de l'univers. Okay. Bon, n'allez pas vous jeter à l'eau tout de suite en sortant quand même. Hein, on est peut-être insignifiant, mais quand même. On est quelque part insignifiant, mais on est aussi précieux. Pourquoi nous sommes précieux? Parce que nous avons conscience de nous-mêmes. Nous avons une expérience subjective de la réalité. Nous avons des émotions. Nous prenons conscience des choses qui se passent dans notre environnement. Et pourtant, nous ne sommes jamais qu'une poignée de particules, des quarks et des électrons. Certes, bien assemblés, pour faire des choses relativement intéressantes, mais des quarks et des électrons. Rien d'autre. D'accord ? Mais nous avons quand même la propriété d'être conscients. Alors, est-ce que ça veut dire que nous sommes uniques? Non. Alors, quand je dis nous ne sommes pas uniques, je ne pense même pas à d'éventuels extraterrestres. Non, il suffit de regarder sur Terre. Vous prenez un singe bonobo, un orang-outan, un dauphin. Je pense que ces créatures sont non seulement intelligentes, dans le sens qu'elles peuvent développer un langage ou des outils, mais elles sont conscientes d'elles-mêmes. Je suis sûr que ces animaux peuvent percevoir le monde, peut-être pas de la même manière que nous, mais ils sont conscients du monde. Ils ont des émotions, ils peuvent souffrir. Même un chat ou un chien, j'en suis convaincu, ont conscience d'eux-mêmes. Et ceux qui croient le contraire n'ont sans doute jamais vécu avec un chat ou un chien. Moi, je vous assure, ces animaux-là, je suis persuadé qu'ils ont la conscience d'eux-mêmes. Ça ne veut pas dire que nous avons une âme immortelle. Moi, je suis un rationaliste, je pense que notre conscience provient des mécanismes profonds de notre cerveau. Je ne sais pas lesquels, personne ne sait lesquels, mais il n'est pas nécessaire d'invoquer une quelconque transcendance ou un machin supranaturel comme l'âme. Je pense qu'un jour ou l'autre, les neurobiologistes pourront expliquer pourquoi nous sommes conscients. Ça ne veut pas dire non plus que nous avons le libre arbitre. Nous avons évidemment la sensation de diriger nos vies, de prendre nous-mêmes les décisions. Mais ça ne peut être qu'une illusion. Personne ne le sait. En fait, c'est un grave débat entre philosophes, biologistes, physiciens, informaticiens. Personne ne peut dire en ce moment si nous avons réellement le libre arbitre ou si nous avons simplement la sensation d'avoir le libre arbitre. Mais en tout cas, une chose est sûre, nous donnons du sens au monde. C'est nous qui donnons de la valeur aux choses et aux êtres qui nous entourent. Nous donnons du sens, nous donnons de la valeur. Ça, c'est sûr et certain.
Alors, ok, nous sommes précieux, mais nous sommes surtout fragiles. Il y a toute une série de choses qui nous menacent directement et qui pourraient être provoquées par nous. Un changement climatique gravissime, une guerre nucléaire, c'est toujours possible. Une erreur de manipulation dans un laboratoire, on aurait créé un super virus. Ou tout simplement, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, la création d'une intelligence généraliste hostile qui trouverait son créateur bien imparfait et bien encombrant. Donc ce sont des menaces que nous devons gérer, mais dont nous pouvons espérer avoir un contrôle en ce moment même. À nous d'être prudents, à nous d'être sérieux, à nous d'être sages, c'est plus difficile. Il y a aussi d'autres menaces pour l'humanité, des menaces qui viennent de l'extérieur pour la plupart. On pourrait très bien subir un impact majeur d'astéroïdes, pensez aux dinosaures, un astéroïde est fini, merci pour nous, heureusement, c'est pour ça qu'on a pu être là, mais nous pourrions aussi avoir notre civilisation complètement éradiquée par une chute d'astéroïdes géants. Mais ça, on devrait être en mesure de contrer ce genre de menaces dans les années qui viennent. Mais il y a d'autres menaces qui sont beaucoup plus graves. Par exemple, un astéroïde tellement gros qu'on ne pourra pas le dévier, l'explosion d'un supervolcan terrestre, une étoile qui explose à proximité, qui inonde la Terre de radiation et qui stérilise toute forme de vie, tout ça c'est possible. De toute façon, dans 3 milliards d'années, notre Soleil sera trop chaud et la Terre sera complètement aride. Alors, la question n'est pas est-ce que ça va se produire? Non, la question est quand cela va-t-il se produire? Parce que ça se produira inévitablement un jour ou l'autre. Si l'humanité veut se mettre à l'abri de ce genre de danger, elle n'a qu'une seule option, c'est développer la technologie du voyage interstellaire. Alors, pour le moment, évidemment, franchir le grand vide entre les étoiles, ça n'est pas possible. Mais on peut quand même imaginer les moyens, entre guillemets, réalistes qu'il faudrait mettre en œuvre pour réaliser cet exploit. Alors, on a déjà pensé à différents modèles, des statoréacteurs Bussard qui pourraient atteindre la vitesse de 100 années-lumière par siècle, ou des choses beaucoup plus lentes qui mettraient des milliers d'années pour atteindre les étoiles, et évidemment, les personnes qui atteindraient ces étoiles ne seraient que les lointains descendants des tout premiers astronautes. Mais bon, ce n'est pas possible actuellement pour des tas de raisons scientifiques, sociologiques, financières, économiques, etc., etc. Mais ça le sera peut-être un jour. Pourquoi je parle de ça? Pas seulement parce que ça pourrait mettre l'humanité à la menace d'abri cosmique en dispersant la vie ailleurs, sur d'autres sites moins dangereux, mais ça a aussi une incidence sur le fait que nous sommes peut-être uniques. Alors pourquoi? Eh bien, imaginez que dans un futur proche, ou plus lointain, quelques siècles, nous développons une technologie capable d'emmener les êtres humains vers les autres étoiles. Et prenons par exemple une technologie moyenne, 5 années-lumière par siècle, une espèce de moyenne entre ces deux systèmes de propulsion. Eh bien, si l'humanité décide de coloniser les étoiles proches, et que de nouvelles civilisations se développent sur ces étoiles proches, que ces nouvelles civilisations envoient de nouvelles missions de colonisation vers d'autres étoiles proches, eh bien l'humanité pourra se répandre dans la galaxie de proche en proche. Et ça ne mettra pas si longtemps que ça, juste 4 millions d'années. Alors 4 millions d'années, c'est immense comme durée. Oui, c'est immense, mais pas à l'échelle de l'âge de la galaxie. La galaxie, elle a 10 milliards d'années. Donc 4 millions d'années, c'est moins d'un millième de ce temps-là. Donc, une race extraterrestre un peu entreprenante, ou nous-mêmes dans un futur proche, ou moins proche, nous pourrions arriver à coloniser complètement notre galaxie. Pourquoi je parle de ça? Eh bien, parce que ça a des conséquences assez curieuses, en fait. On sait maintenant que la vie intelligente a pu se développer quelque part dans la galaxie depuis au moins 3 milliards d'années. Pourquoi ce chiffre? On sait qu'il existe des planètes rocheuses comme la Terre où l'eau liquide peut exister depuis 8 milliards d'années. En imaginant que la vie mette 5 milliards d'années pour se développer comme sur Terre, eh bien ça veut dire qu'il y a 3 milliards d'années, des civilisations technologiques extrêmement évoluées ont pu naître dans la galaxie. Il suffit qu'une seule de ces races extraterrestres soit tellement entreprenante, plus entreprenante que les autres, pour qu'elle colonise complètement la galaxie en quelques millions d'années. Alors imaginons 100 millions d'années, je suis un peu pessimiste par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, eh bien ça veut dire qu'une seule civilisation technologique a pu se répandre dans toute la galaxie depuis plusieurs milliards d'années. Manifestement, quand on regarde autour de nous, on ne voit rien. On n'a jamais détecté un seul signal extraterrestre artificiel venant de l'espace. On n'a jamais vu un vaisseau spatial se poser sur Terre. On n'a jamais trouvé d'artefacts extraterrestres dans notre environnement. On n'a jamais vu aussi de manifestations technologiques qui seraient visibles à grande distance. Donc, une explication de ça, eh bien, c'est peut-être tout simplement que nous sommes seuls dans la galaxie. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Si l'univers est
notre galaxie est pleine de vie, si la civilisation a pu se développer il y a très très longtemps, pourquoi n'en voyons-nous aucune trace? Une des hypothèses, c'est que nous sommes tout simplement la seule civilisation technologique actuellement dans notre galaxie. Et non seulement dans notre galaxie, mais peut-être même dans l'univers entier. Alors je vous propose un petit jeu, le jeu des barrières. Alors, pour qu'une civilisation se développe, il faut évidemment que la vie apparaisse, mais pour que la vie apparaisse, il faut des conditions favorables. Chacune de ces conditions favorables, imaginons qu'elle n'ait qu'une chance sur 1000 de se produire. Pour le moment, nous savons qu'il y a 1000 milliards de planètes dans notre galaxie. Estimation à la grosse louche. Ça peut être 10 fois moins, ça peut être 10 fois plus, ce n'est pas bien grave, seul l'ordre de grandeur m'intéresse. Alors, évidemment, pour qu'une civilisation se développe, il faut d'abord qu'il y ait une planète habitable. Il faut une planète rocheuse qui tourne à bonne distance de son étoile et que l'étoile soit de type semblable à notre Soleil. Si ça se produit une fois sur 1000, il ne reste plus que 1 milliard de planètes disponibles dans notre galaxie. Il faut ensuite de la stabilité. Il faut que le climat de la planète soit stable pendant plusieurs milliards d'années, comme ça s'est produit sur Terre. D'accord? Ça, ce n'est pas gagné d'avance. Si ça fait une chance sur 1000, il ne nous reste plus que 1 million de planètes dans la galaxie. Il faut que la vie se développe. Il n'est pas sûr que même si les conditions sont réunies, la vie va se développer. Imaginons que ça se produise dans un cas sur 1000, il nous reste 1000 planètes dans la galaxie. Il faut que la vie complexe apparaisse. C'est bien qu'il y ait des bactéries, des protozoaires, des virus, mais nous, ce qu'on veut, c'est des formes de vie complexes, multicellulaires, comme nous, des mammifères, des oiseaux, des poissons. Ça peut être aussi difficile à réaliser. Une chance sur 1000, il nous reste une planète dans la galaxie. Mais il faut aussi que cette vie complexe développe l'intelligence. Ce n'est pas gagné d'avance non plus. Après tout, des animaux complexes, il en existe sur Terre depuis plus de 300 millions d'années. Or, ce n'est que très récemment que l'intelligence est apparue. Ce n'est pas forcément évident qu'elle va apparaître partout. Une chance sur 1000, il nous reste une planète pour 1000 galaxies. Il faut qu'elle développe la technologie. Ce n'est pas gagné d'avance non plus. Nous avons mis très très longtemps avant de développer la technologie. Notre Homo sapiens existe depuis 200 000 ans, la technologie elle existe depuis 2 siècles, c'est tout. Donc ce n'est pas gagné d'avance que cette technologie puisse toujours se développer. Une chance sur 1000, il nous reste une planète pour 1 million de galaxies. Il faut évidemment que cette science débouche sur une civilisation technologique qui permette de s'épandre dans la galaxie. Une chance sur 1000, une planète pour 1 milliard de galaxies. Et enfin, il faut que cette civilisation survive très longtemps, pendant des millions, voire des milliards d'années. Une chance sur 1000, il nous reste une planète pour l'univers visible. Alors évidemment, ces estimations sont de nouveau très grossières, à la grosse louche, peut-être pas très réalistes pour certaines, mais c'est pour vous montrer qu'il n'est pas tout à fait absurde de penser que nous pourrions être la seule forme de vie intelligente dans l'univers. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça implique? Oui, ça je vais passer. Alors, ça implique une certaine responsabilité. Parce que nous pourrions être la seule forme de vie intelligente, civilisée, consciente dans notre bulle de Hubble. Ailleurs, on ne sait pas. D'accord? Eh bien, si c'est le cas, alors nous consacrons, je pense, des efforts insuffisants pour notre survie à long terme. Parce que si jamais nous disparaissons, eh bien, c'est toutes les formes de vie consciente de notre bulle d'univers qui disparaissent. Et ça, je crois que ça implique une certaine responsabilité. Et le fait que nous survivions ou pas, ça se joue maintenant, dans notre génération et dans les quelques générations qui suivent. Notre univers est trop beau pour ne pas être connu par quelqu'un. Donc, c'est à nous de faire la différence. C'est maintenant que ça se joue. Alors ça, c'est pour le futur proche et à très très long terme. À très long terme, comme disait l'économiste Keynes, sur le long terme, nous serons tous morts. C'est valable aussi pour l'univers. Sur le très long terme, dans les modèles actuels, notre univers va un jour mourir. Comment? On ne sait pas très bien. Il y a plusieurs scénarios possibles, Big Chill, Big Crunch, Big Rip, Big Snap, Death Bubble, etc. etc. L'hypothèse qui est à la faveur des scientifiques pour le moment, c'est le Big Chill, donc le grand refroidissement, ce qu'on appelle la mort thermique de l'univers. Puisqu'il y a de l'expansion, que rien ne paraît devoir l'arrêter, et au contraire, cette expansion s'accélère continuellement, eh bien, il est probable que l'univers va continuer à se diluer et à se refroidir. Dans 100 milliards d'années, la dernière étoile va s'éteindre. Ensuite, les galaxies vont se disloquer. Les étoiles et les planètes vont être absorbées par les trous noirs galactiques. Les trous noirs galactiques vont fusionner. Et puis, les trous noirs vont eux-mêmes disparaître par le rayonnement de Hawking. Et
un jour, il n'existera plus dans l'univers qu'une soupe de rayonnement extrêmement froide, extrêmement diluée. Et plus rien d'intéressant ne pourra se produire. C'est ce qu'on appelle la mort thermique. Mais je vous rassure, ça n'arrivera pas sans doute avant 10 exposants 100 ans. Ce qui nous laisse du temps que nous pouvons occuper, je pense, de manière raisonnable. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec Jean Perrin quand il déclare en 1929 « Nous ne perdrons donc pas courage, et sans élever des mains vainement implorantes vers un ciel vide, nous poursuivrons au travers des forces indifférentes, vers un avenir peut-être égal au plus grand de nos rêves, une marche que rien encore ne paraît devoir arrêter. » Espérons qu'il ait raison. Alors, après ces considérations eschatologiques un peu sérieuses, je voudrais terminer sur une note un tout petit peu plus légère. Il y a quelques mois, dans une chanson, j'ai entendu une définition du monde. Alors, c'est « Le monde est-il un cadeau lancé au chaos ?» Bon, l'affirmer, c'est sans doute pas très scientifique, mais moi, je trouve ça plutôt sympa. Et vous? Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions. Voilà, habituellement, c'est Claude qui pose les premières questions dans l'Assemblée, mais bon, voilà. Ça va être dur. Alors, qui se lance? Oui. J'aurais une question sur, au niveau des bulles de Hubble, vous avez dit qu'elles sont toutes apparues en même temps, enfin, vous avez dit qu'elles avaient le même âge. Pourquoi, en fait? Parce que l'univers a été créé, en fait, le temps zéro est le même partout dans tout l'univers. Donc l'univers n'a pas été créé au même moment dans l'espace-temps inflatoire, mais par définition, il a été créé au même moment partout dans notre univers, dans notre mesure de temps. Donc en fait, l'univers infini a été créé d'une seule pièce, d'un seul coup. Il s'est dilaté, il s'est refroidi partout de la même manière, et les galaxies se sont formées partout de la même manière. Et donc les bulles de Hubble, c'est dur à dire, les bulles de Hubble, elles ont le même âge partout, partout dans l'univers. Donc une autre bulle de Hubble qui est très très loin, elle a le même âge que nous. D'accord. Et j'avais une autre question, ce serait sur la courbure de l'espace-temps. Pourquoi est-ce que la courbure de l'espace-temps au niveau du multivers, donc dans le champ quantique, et dans notre univers, n'est pas pareil? Ah, ça c'est compliqué. Ça c'est lié à la nature des champs. Donc pour ça, il faut retourner aux équations d'Einstein. Et les équations d'Einstein donnent la courbure de l'univers en fonction de son contenu en matière et en énergie. Donc si vous avez des champs différents, vous avez des courbures différentes. Or, le champ inflatoire, ce n'est pas la même nature que les champs de matière que nous connaissons. Donc le champ inflatoire et les champs de matière donnent des courbures différentes. Quoi exactement? Là, il faut résoudre les équations, c'est assez complexe. Mais c'est simplement lié au fait que les champs sont de nature différente et par l'intermédiaire des équations d'Einstein, provoquent des courbures différentes. Une autre question? Commentaire? Oui, Xavier? Les différents univers qui sont autour de nous, sont-ils dans les mêmes dimensions que nous ou sont-ils dans des dimensions autres? Alors, tu parles des univers disjoints d'une autre. Oui, c'est ça. de multivers de niveau 2. Alors, en principe, dans ce modèle-là, tous les univers qui naissent ont la même dimension que nous. C'est-à-dire, ce sont des univers infinis, mais dans le champ inflatoire, on n'occupe qu'un espace fini. C'est le U qui se prolonge à l'infini. Donc, notre univers est infini pour nous, mais il est fini pour un observateur hypothétique du champ inflatoire. Et donc, ces univers peuvent coexister en nombre infini. A priori, en principe, tous les univers qui naissent ont la même dimension. Tu parles du nombre de dimensions d'espace et de temps. Oui. En principe, ils ont tous la même. La même dimension d'espace et de temps, mais avec des lois physiques qui peuvent être différentes. Dans d'autres modèles, on peut avoir d'autres univers qui ont des dimensions différentes. Ils occupent ce qu'on appelle des brines différentes, et là, on peut avoir différents univers parallèles, mais qui sont parallèles, mais pas au même sens que ce que j'ai montré, qui sont parallèles dans des dimensions supplémentaires. Avec interaction, qu'il pourrait y avoir des interactions gravitationnelles entre oui. eux. Et donc, si et vous donc, voulez... il pourrait y avoir des galaxies qui seraient dans une brane d'à côté en interaction avec les nôtres, et donc peut-être bien interagir et créer, par exemple, une augmentation de la gravité et pas avoir besoin de matière sombre, de matière noire. Oui, c'est une possibilité, pas maintenant.
Alors, je vais vous montrer ça. Ça doit être ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est le modèle qui a été évoqué ici. C'est l'idée, en fait, bon, comme ce n'est pas possible de représenter ça à 3 dimensions, imaginez que notre univers n'est que 2 dimensions. Eh bien, nous sommes dans un feuillet possible. Et on peut empiler autant de feuillets qu'on veut. Et chacun de ces feuillets est un univers différent, avec peut-être des lois physiques différentes, peut-être des lois physiques identiques. Et ces univers sont donc ces univers à 2D sont dans un espace-temps plus vaste à 3D. Dans la réalité, nous serions dans un univers 3D qui se partage un espace à 4 dimensions plus grand. Eh bien, ces brânes peuvent interagir. On appelle ça des brânes. Donc, chaque univers est une brâne. Pensez à membrane, c'est de là que ça vient en fait. Donc, chaque univers est dans une brâne. Ces brânes peuvent interagir par l'intermédiaire de la gravitation. La matière ne peut pas quitter la brâne, pour pas quitter notre univers, mais la gravitation peut quitter la brâne et interagir avec une brâne à côté. Et donc, on peut avoir des interactions entre différents univers. Dans certains modèles, le Big Bang, c'est la collision de 2 brânes. Donc, vous avez ces brânes qui peuvent bouger dans les dimensions supplémentaires, et par hasard, vous pouvez avoir une collision. Et quand 2 brânes entrent en collision, hop, c'est le Big Bang. Et puis les brânes se séparent, et la matière continue à évoluer de manière séparée dans les 2 brânes différentes. Ce sont des modèles aussi, c'est un modèle dont je n'ai pas parlé, c'est aussi un modèle possible de multivers. Chaque brane est un univers séparé d'une autre, et de temps en temps, nous avons une interaction violente, c'est un Big Bang, et des interactions plus douces, ce sont des influences gravitationnelles multiples. Alors certaines personnes imaginent que ça pourrait remplacer la matière noire, on pourrait ne pas avoir besoin de matière noire grâce à ça. Pour le moment, les modèles ne marchent pas trop bien, et donc ce n'est pas ce qui est à la faveur des physiciens. Mais ça reste quand même étudié par certains cosmologistes, oui, tout à fait. Une autre question, suggestion, commentaire? Oui. Bonsoir. Voilà, maintenant vous parlez d'interaction, que ça pourrait être une interaction par rapport à une gravité très forte comme un trou noir supermassif? Non, non, simplement la gravité ordinaire pourrait, la gravité provoquée par la matière ici, pourrait s'échapper de notre univers pour aller interagir avec la gravitation d'une autre brane. Donc ce serait, en fait, il y a 4 forces fondamentales dans l'univers. La force de gravitation, la force électromagnétique, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. La force de gravitation est incroyablement plus faible que toutes les autres. Même si c'est celle que nous ressentons le plus, c'est parce que la gravitation est à longue portée et les effets sont cumulatifs. C'est parce que la matière s'assemble et en fait le champ de gravitation créé par la Terre est en fait un champ de gravitation très faible à l'échelle de l'univers. Et pourtant il faut une masse énorme pour créer ce champ de gravitation. Donc la gravitation est une interaction très 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 faible. Et une des explications qui pourrait nous dire pourquoi la gravitation est si faible, c'est parce que la majeure partie de l'interaction gravitationnelle fuit notre univers, fuit notre brane pour aller se disperser dans ce qu'on appelle le bulk, c'est-à-dire l'endroit où se situent toutes les branes. Et donc c'est pour ça que la gravitation serait si faible, c'est parce que nous perdons la majeure partie de l'interaction qui fuit notre univers, qui fuit notre brane, pour aller interagir avec une autre brane. Alors, je disais que les physiciens avaient de l'imagination. Oui, Nicolas. Bonsoir. La première question, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, quel est votre point de vue sur la difficulté de passer des équations qui restent effectivement des choses qui sont bien formées avec la rigueur des mathématiques, je vais dire, à l'interprétation que vous pouvez nous présenter aujourd'hui? C'est le même problème de toutes les sciences, c'est un problème qui arrive tout le temps en physique. Quand vous trouvez des équations qui vous permettent de décrire un phénomène. Et alors se vient le problème, jusqu'où je dois croire mes équations? Alors parfois vous les croyez trop loin et vous vous plantez, parfois vous ne les croyez pas assez loin et vous ratez quelque chose. Un des exemples les plus célèbres, enfin là on ne l'a pas raté, c'est les équations, c'est Dirac. Dirac a écrit une équation en 1928 qui permet de décrire la matière, les électrons, de manière relativiste. Et puis il y avait un truc vraiment bizarre dans ces équations, il y avait des énergies négatives. Et ça ne lui plaisait pas du tout. Donc il se disait, il y a un problème, je ne vois pas ce que c'est, ça rime à rien. Et puis il a un peu réfléchi, il s'est dit, ah mais c'est bizarre ça, parce que ces énergies négatives, je peux les interpréter autrement, et si j'ai un électron d'énergie positive, je pourrais avoir un électron d'énergie négative, mais en fait ça ne veut pas dire que cet électron a une énergie négative, mais qu'il a un signe électrique opposé. Et donc il s'est dit, à côté de l'électron, il doit exister une autre particule qui a la même chose que l'électron, mais qui a la charge opposée.
C'était vachement gonflé. On n'avait jamais vu ça. Et on l'a vu quelques années plus tard dans le rayon cosmique, c'était les positrons. C'était la première trace d'antimatière. Et donc ça, c'était effectivement une extension de... On avait des solutions de l'équation. Ces solutions de l'équation, eh bien, nous prédisent quelque chose de tout à fait réel qui a été mesuré expérimentalement. Les équations d'Einstein, on sait très bien que ce n'est pas la fin. On sait très bien qu'il faudra corriger d'une manière ou d'une autre, parce que les équations d'Einstein ne sont pas compatibles avec les théories quantiques. Donc il va falloir modifier ces équations. Et donc on est sûr et certain que certaines des prédictions des équations d'Einstein ne sont sans doute pas correctes. Il faudra les corriger à la lumière de ce qu'on appellera la gravité quantique. Mais ça, on ne l'a pas encore. Donc pour le moment, qu'est-ce qu'on fait? On prend la gravitation, on essaie de la marier plus ou moins bien avec la mécanique quantique, et on essaie de développer les modèles. Et puis on en tire des conclusions. Certaines des conclusions que je tire, c'est ce que je vous ai présenté. D'autres, c'est les Brane. Puis d'autres, c'est encore d'autres modèles. C'est le modèle d'univers cyclique conforme, etc., de théorie inflatoire chaotique, etc. Enfin, il y a plein de modèles différents. On ne sait pas lequel est le bon. On ne sait pas quelle est l'extension des équations qui est la bonne. On a des problèmes pour voir ce qui est correct. Et donc, c'est un problème récurrent en science. Vous avez un modèle, vous l'appliquez, vous décrit des choses, et puis vous écrit d'autres choses que vous ne savez pas si c'est des prédictions fiables ou pas. Et ça, il va falloir attendre encore un petit peu pour tester. Merci. Une autre question. Tout à l'heure, vous parliez donc de l'ajustement fin des constantes en disant que les constantes fondamentales de la physique semblaient être bien ajustées pour l'apparition de la vie. Bon, évidemment, là, ça soulève une question, c'est qu'est-ce que vous entendez par la vie? Est-ce qu'on est sur une vie de type carboné alors, ou est-ce qu'on peut envisager d'autres types de vie? Je parle de la vie telle qu'on la connaît. En fait, de manière plus générale, par exemple, pour que notre vie carbonée existe, il faut que le noyau de carbone existe. Et pour que le noyau de carbone existe, il faut que la force nucléaire soit parfaitement bien ajustée. Donc ça, c'est pour notre forme de vie. Maintenant, on pourrait très bien imaginer peut-être que le carbone n'existait pas, que d'autres formes de vie soient développées sur autre chose que du carbone, sur quelque chose d'équivalent qui aurait peut-être existé si la force nucléaire avait été différente. Maintenant, de toute manière, notre forme de vie, ou toute autre forme de vie qu'on puisse imaginer, ne peut exister que si l'univers vit assez longtemps pour laisser cette vie se développer. Donc, pour que notre univers vive assez longtemps, vivre assez longtemps, ça peut être 1 milliard d'années, 1 million d'années ou 1000 milliards d'années, ça dépend de ce qu'on envisage, mais pour que notre univers vive assez longtemps, il faut que la constante cosmologique soit bien ajustée. La constante cosmologique, c'est ce qui pilote l'inflation, c'est ce qui permet à notre univers de s'étendre. Si vous avez une constante cosmologique qui est trop petite, eh bien, à ce moment-là, notre univers va collapser dès que le Big Bang a commencé. Le Big Bang commence, la constante cosmologique ne peut pas retenir l'effondrement gravitationnel et il se réeffondre sur lui-même. Rien d'intéressant. Si la constante cosmologique est trop forte, l'univers se dilate tellement vite que les galaxies n'ont pas le temps de se former. Pas d'étoiles, pas de planètes, pas de vie. Enfin, telle qu'on la conçoit en tout cas. Donc, l'ajustement fin des constantes est à plusieurs niveaux. Au niveau très général et au niveau beaucoup plus particulier. Mais donc, est-ce qu'on peut partir de cette hypothèse pour dire que la vie dans notre univers doit, entre guillemets, absolument nous ressembler? Non, c'est-à-dire que on ne connaît pas d'autre forme de vie que la vie carbonée basée sur l'ADN et qui a besoin d'eau liquide. Donc c'est pour ça, toutes nos recherches de vie dans l'univers se dirigent vers ce type de vie. Maintenant, si un jour on trouve autre chose, ce n'est pas impossible. La physique actuelle ou la biologie actuelle n'exclut pas d'autres formes de vie qui seraient peut-être toujours basées sur le carbone, mais sur autre chose que l'ADN, ou peut-être une forme de vie beaucoup plus exotique, basée sur le silicium, ou sur d'autres choses. En fait, il y a peut-être une autre forme de vie qui va apparaître bientôt. Ce sont les intelligences artificielles. Si on arrive à mettre au point de véritables créatures artificielles conscientes, eh bien nous aurons une autre forme de vie basée sur le silicium, mais pas de manière naturelle, de manière artificielle. Ça, on le saura dans quelques années. Dernière chose, pour rester toujours sur l'histoire de la vie, vous disiez que quand on fait un peu des calculs à la louche comme ça, on pourrait supposer que notre galaxie devrait déjà être colonisée par une autre civilisation. Oui. Maintenant, peut-être une hypothèse plausible aussi, c'est de considérer que nous résultons justement d'une colonisation à un moment donné au niveau de la planète et que la civilisation qui a amené cette colonisation a disparu. C'est une hypothèse. En fait, moi, je vous ai donné une explication au paradoxe de Fermi. Donc, pourquoi nous semblons être seuls dans la galaxie? Il y a un excellent bouquin
qui recense 75 explications possibles. Je vous encourage à le lire, il est magnifiquement écrit, c'est très agréable à lire. Ça, c'est une des explications. Disons que oui, on pourrait imaginer ce genre de choses, mais on ne voit aucune trace qu'auraient pu laisser ces éventuels anciens colonisateurs. Il n'y a rien dans le passé, rien dans ce que l'on observe, rien dans ce que l'on mesure qui nous permet de penser qu'on n'est pas les premières formes de vie intelligentes sur Terre. On n'a jamais rien trouvé. Évidemment, si on trouve quelque chose un jour, on va peut-être changer son point de vue. Mais pour le moment, on n'a vraiment aucune évidence que ça pourrait être autre chose. Notre forme de vie soit une forme de vie apparue naturellement grâce au jeu des lois de la physique. Une autre intervention? Là-bas. Oui, où ça? Tout au bout là-bas. Oui. Un peu de patience. Bonsoir. Moi, j'avais juste une question par rapport au slide que vous avez mis tout au début de la présentation. Vous avez donné une proportion de 4,9% pour notre matière, Oui. une certaine proportion pour l'énergie noire et une pour la matière noire également. Mais comment vous avez calculé ces proportions, puisque vous ne savez pas fondamentalement ce qu'elles représentent? Alors, il y a plusieurs manières de calculer ça. En fait, une des premières choses, c'est d'observer les courbes de rotation galactique. Les galaxies ne tournent pas comme elles devraient tourner. C'est-à-dire, vous calculez la matière qui se trouve dans une galaxie en observant la matière lumineuse, vous calculez sa masse, vous calculez sa vitesse de rotation, et vous tombez sur quelque chose qui ne correspond absolument pas à l'expérience. La seule manière, une manière d'interpréter ça, c'est qu'il y a tout simplement de la matière que vous n'avez pas comptée. Donc il y a de la matière noire, non visible, qui a un effet gravitationnel, mais qu'on n'a pas compté parce qu'elle n'est pas lumineuse. Alors cette théorie, elle est corroborée par le fait que quand vous observez les grands mouvements d'amas galaxies, on peut observer les mouvements des grands amas de galaxies, on connaît leur vitesse, on peut déterminer leur vitesse par effet Doppler, on peut calculer leur masse, et quand on regarde les équations, ça ne marche pas, il manque de la masse. Et donc, une autre manière de dire, oui, c'est peut-être cette fameuse matière qu'on ne voit pas. Il y a aussi des lentilles gravitationnelles qu'on ne peut pas expliquer autrement. Des lentilles gravitationnelles, ce sont des déviations de rayons lumineux. Et on voit des déviations de rayons lumineux et on ne voit rien qui a pu les dévier. Donc on se dit, c'est peut-être de la matière noire. Quand vous faites le bilan de la matière noire qui devrait exister dans les galaxies, entre les amas de galaxies, vous trouvez quelque chose comme 20%, enfin 4-5 fois plus que notre matière ordinaire. Mais ce n'est pas tout. Quand vous observez le fond diffus cosmologique, c'est un rayonnement à 3 degrés Kelvin au-dessus du zéro absolu. Mais ce n'est pas 3 degrés Kelvin de manière uniforme. Vous avez des microfluctuations de 20 microkelvin par endroit. Eh bien, ces fluctuations microscopiques, eh bien, elles ne sont pas là n'importe comment. Elles ont des raisons d'être là ou à un autre endroit et d'avoir cette valeur-là. Et de la manière dont ces fluctuations sont disposées sur le fond du ciel et suivant leur amplitude, ça a des implications sur la quantité de matière noire qui se trouve dans notre univers. Et ça corrobore les chiffres qu'on a par ailleurs. Et quand vous faites tout ça, il vous manque encore 70%. Vous dites, il manque 70%. OK. Eh bien, on invente un truc qu'on appelle matière noire. Et justement, le truc qui manque, ça permet d'expliquer l'inflation. Donc, vous voyez, on a différents faisceaux de preuves, énormément d'observations et un modèle cohérent pour expliquer tout ça. Donc, je veux dire, c'est un truc qui tient la route, quoi, c'est du solide. Beaucoup de cosmologistes sont convaincus que c'est le bon modèle actuel de l'univers. Avec le bémol, on ne sait pas, on ne connaît pas la nature de la matière noire, on ne connaît pas la nature de l'énergie noire. Mais on sait que c'est là. Oui. La prochaine fois, on organisera des questions dans un ordre. Madame, monsieur, je voulais vous demander, justement, dans le même ordre d'idée, qu'est-ce qu'on doit penser lorsqu'on dit que les trous noirs primordiaux pourraient expliquer la présence de matière noire dans l'univers? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pour le moment, l'hypothèse principale concernant les trous noirs primordiaux, en fait, on a un problème avec le modèle d'univers. Enfin, on n'a pas qu'un problème, mais un des problèmes que l'on a, c'est comment les premières galaxies se sont formées. Il est très difficile de comprendre, en observant les fluctuations du fond diffus cosmologique, comment ces bêtes petites fluctuations ont pu, même amplifiées par l'inflation,
provoquer des concentrations de matière telles que des galaxies. Et donc, une des hypothèses pour le moment, c'est qu'au moment du Big Bang, il y a eu formation, enfin, oui, c'est pas tout. Autre problème, c'est qu'au centre de chaque galaxie, maintenant, on est à peu près sûr qu'il y a un trou noir supergéant. Au centre de la nôtre, il y a un trou noir qui fait 4 millions de fois la masse du Soleil, à peu près. On ne l'a pas vu, mais on a vu les effets gravitationnels qu'il exerce sur son environnement. Donc on est pratiquement sûr et certain qu'il est là. On a observé aussi des rayonnements, des émissions X de très haute intensité dans les galaxies voisines, enfin dans les noyaux galactiques. La seule manière d'expliquer ça, c'est ces trous noirs supergéants. Le problème, c'est que même au bout de 13 milliards d'années, on ne voit pas comment des trous noirs auraient pu grandir et atteindre ces masses gigantesques. Donc on a un double problème, d'où l'intérêt peut-être de les résoudre en même temps. Et l'idée, c'est qu'au moment où le Big Bang a commencé, au moment où l'univers s'est étendu, il y a eu des rides dans l'espace-temps, et ces rides ont provoqué la création de trous noirs primordiaux. Et ces trous noirs primordiaux avaient déjà des masses gigantesques, et c'est eux, en fait, qui sont la graine des galaxies. C'est eux qui ont attiré suffisamment de matière autour d'eux pour former les noyaux de galaxies, et puis plus tard les galaxies. Donc ça, c'est une des hypothèses actuelles, mais ce n'est pas sûr. Ça demande encore beaucoup de vérifications, beaucoup de calculs. Les modèles sont difficiles, il faut faire des simulations numériques très 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 longues, très difficiles. En plus, on n'est pas très sûr de ce qui se passait au moment du Big Bang dans ces conditions de température et de pression. Mais donc c'est une hypothèse. Les trous noirs primordiaux permettent d'expliquer les graines des galaxies et pourquoi il y a des trous noirs d'abord si gigantesques et comment les galaxies se sont formées. Elles se seraient formées autour de ces trous noirs primordiaux. Une autre question, une dernière question, commentaire, oui. Bonsoir. C'est juste tout à l'heure sur une image du fond diffus, vous avez dit qu'il y avait un endroit où la température était différente et que ça pouvait théoriquement être un endroit où un autre univers nous aurait percuté. Oui. Mais ça veut dire qu'il y aurait un endroit de notre univers avec des propriétés différentes, des constantes différentes du nôtre? Non, pas. Non, parce qu'à partir du moment où les univers, c'est une hypothèse, il y a eu une collision. En fait, quand on dit une collision, il ne faut pas forcément imaginer un contact direct, mais on peut imaginer un transfert d'énergie et de matière entre les deux univers sous forme d'ondes gravitationnelles. Et donc, en fait, notre univers a gardé son intégrité, il a juste perdu des plumes au passage, un peu d'énergie, un peu de masse, un peu d'énergie, mais rien d'autre. Il n'y a pas forcément eu un vrai contact, mais il y a eu une possibilité, c'est un transfert massif d'énergie vers l'autre univers, ce qui expliquerait cette région beaucoup plus froide dans l'univers. Mais notre univers garderait son intégrité avec ses lois nature partout. C'est juste un endroit plus froid, moins dense, c'est tout. Voilà, je pense qu'on va arrêter là pour ce soir. Donc, quel que soit l'univers dans lequel vous terminerez votre soirée, faites de beaux rêves. Merci beaucoup, Claude.